Le 25 avril et le 12 mai 2015, deux séismes majeurs ravagent le centre du Népal, causant la mort de 9000 personnes et le déplacement de 500 000 autres. 6 mois plus tard, pour la presse internationale, le Népal tremble encore. On le dit détruit, anéanti sous les ruines, et les chancelleries occidentales en déconseillent toujours formellement la visite. Mais j'ai besoin de revoir ce pays, d'approfondir les découvertes nées d'un premier voyage et de m'immiscer dans le Népal profond, loin de la cohue occidentale et des flux de touristes. Cependant, si rien ne peut empêcher mon retour en Himalaya, je n'ai aucune idée du terrain qui m'attend. Vue du ciel, Katmandou ne ressemble pas à la ville ruinée promise par les médias. À l'aéroport international de Tribhuvan, les bâtiments sont intacts, les services sont fluides et les gens détendus. Welcome to Népal. Sur les boulevards de la capitale, la foule est toujours aussi colorée, bigarrée, grouillante et bruyante. C'est comme si rien n'avait changé depuis 1 an. En route vers le centre, je ne perçois pas de traces notables des séismes, mais j'imagine que les décors macabres des sujets de presse ne sont pas très loin devant moi. Étonnamment, rien de cela. La ville se tient debout. Les quartiers populaires n'ont rien perdu de leur dynamisme et les rues bouillonnent d'animation. Non loin de Durbar Square, la place royale de Katmandou, on fait la queue aux échoppes de momo, des raviolis locaux très prisés des Népalais. C'est pourtant à 2 pas de là que se situaient les temples, dont l'effondrement en direct a fait le tour du monde sur les télévisions. Sur les marchés, rien ne trahit le moindre ralentissement économique. Et dans les temples, c'est la quiétude et la paix qui dominent. Même après quelques jours, la première impression que je retiens de Katmandou, c'est que la vie ne s'est pas arrêtée avec les séismes. C'est plutôt la joyeuse routine du Népal qu'il me semble retrouver. Le sentiment que tout va bien s'impose à moi. Et même si je les sais toutes proches, j'ai peine à croire aux images de ruines et de cataclysmes diffusées en boucle 6 mois plus tôt. Quand vient le soir, les rues semblent redoubler d'activité. Sur les places publiques, c'est comme si toute la ville était devenue une fête. En revanche, au petit matin dans Thamel, le ghetto touristique de la capitale, les rues paraissent abandonnées. Last for everybody for
$20, $30 for bike. What it is? What? I don't know. For commission, $20, $30. I asked for $6. Tamel, c'est le camp de base de tous les Occidentaux. C'est ici qu'ils arrivent et c'est d'ici qu'ils repartent. On y trouve absolument tout ce qu'on vend en Europe. Les hôtels, les agences de voyage et de trekking s'y comptent par centaines. Les boutiques d'alpinisme aussi. En ce sens, l'animation du quartier fournit un excellent baromètre conjoncturel. Aussi, à première vue, les professionnels du tourisme semblent tous prêts pour une nouvelle saison. Mais les boutiques restent désespérément vides. La baisse de fréquentation est évidente, les touristes sont partis. Je me demande bien pourquoi, car tout a l'air de fonctionner parfaitement. Mais peut-être Katmandou, malgré tout, ne reflète-t-elle pas la réalité des séquelles des séismes ? À la veille de quitter la capitale pour les hautes montagnes, j'ignore encore totalement que je m'apprête à plonger au cœur de celle-ci. À 180 km à l'est de Katmandou et en plein cœur de la zone épicentrale des secousses du 12 mai, la petite ville de Jiri constitue le point de départ du Tenzing Hillary Trek, l'itinéraire historique de l'Everest. De là, il faut compter près de 2 semaines pour rejoindre le pied du toit du monde. La première, entre Jiri et Lukla, le tracé présente d'abord un profil en dents de scie, laborieux et éprouvant, traversant pas moins de 4 vallées. Ensuite, le parcours devient plus régulier. À Lukla, on rejoint le flux des 30 000 marcheurs qui débarquent chaque année sur le petit aéroport en direction de l'Everest. Viennent alors Namche Bazar, puis Tengboche, Ingboche, Lobuche. Enfin, le glacier du Khumbu, droit venu de l'Everest et siège de son camp de base. Au minimum, c'est parti pour un aller simple de 120 km et plus de 12 000 mètres de dénivelé positive. L'aventure commence véritablement à la gare routière de Ratna Park, au cœur de Katmandou. Le départ est programmé à 5 h du matin. Il n'y a pas un seul touriste. De la grande route menant à Lhasa, au Tibet, l'itinéraire s'engage rapidement dans des fonds de vallée, étroits et tortueux. Durant 8 heures, musique à fond, le minibus bondit sur chaque bosse, danse et brinque-balle dans tous les sens. Les genoux sous le menton, c'est aussi exotique qu'infernal. Mieux vaut avoir le cœur bien accroché et être résistant aux turbulences. À Jiri, au terminus, le calme des campagnes prend le relais du bruyant moteur. Jiri, c'est juste un gros bourg sans âme. Pressé de commencer à marcher, je ne perçois pas qu'il est en partie détruit. Dès la sortie du bus, un sentier mène directement dans la campagne, reliant un habitat dispersé où les moteurs sont désormais quasi inexistants. Seul le bruit des avions volant vers Katmandou et la piste qui continue jusqu'à Bandar rappellent la proximité de la société industrielle.
Rapidement, mes yeux s'ouvrent et j'aperçois les premières conséquences des tremblements de terre. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui m'attend. Hello, country. What is your country name? Et lorsqu'à la nuit tombante, je traverse ce village d'abri, j'ignore encore qu'il est le premier d'une longue liste. Arrivé de nuit à Shivalaya, c'est au petit matin que je prends conscience de l'ampleur des dégâts. Au réveil, l'impression d'avoir dormi dans une zone de guerre est saisissante. Si le village n'est pas à proprement parler détruit, il semble réellement avoir été bombardé. Cependant, dans cette grosse bourgade tournée vers le tourisme, les auberges ont été déjà reconstruites et les agents de la police touristique sont bien présents pour contrôler les permis de trekking. Ici aussi, donc, on semble prêt pour la saison. À l'écart du village, on découvre toutefois un campement provisoire, fait d'abris de tôle, de plastique ou de bois. Je ne sais pas comment me comporter en tant que touriste face à tous ces gens. Ils ont peut-être tout perdu, mais leur quiétude m'interpelle et la musique omniprésente bouleverse mes sentiments. Entre Jiri et Lukla, la première partie du Tenzing Ilari Trek se déroule dans un paysage de moyenne montagne typique du Népal central. Les vallées sont profondes et encaissées, mais les sommets dépassent rarement les 4000 mètres. Souvent déboisés, les versants sont sculptés de terrasses partout où c'est possible. On y cultive le mil, l'orge et le riz principalement. Pour relier les hameaux, pas d'autre voie de communication que ces sentiers sur lesquels je marche, même si la piste en construction depuis Jiri indique que les temps changent. Je ne suis pas vraiment seul. J'imagine que ces gens vont au boulot, à l'école ou visiter leurs amis. Namaste. Je comprends qu'ici, les distances se comptent en temps de marche et que marcher 3 heures pour aller d'un village à un autre est quelque chose d'anodin, même pour les enfants. Régulièrement, je dois céder le passage à de véritables routiers, portant des charges inimaginables aux yeux d'un occidental. Quand il en subsiste, les forêts prennent des allures de jungle. Elles sont humides, denses, bruyantes.
Parfois, de petites passerelles suspendues aident à la traversée des vallons. Ce sont les seuls aménagements qu'on trouve sur ces sentiers. Je suis d'autant plus surpris dès lors de rencontrer un véhicule. Peut-être s'agit-il là de navettes privées ou d'un transport humanitaire, mais l'image n'en est pas moins inhabituelle dans cette partie du Népal où la marche à pied demeure le principal moyen de locomotion. Tous les matins, c'est le même ballet aérien qui se déroule entre Katmandou et le petit aéroport de Lukla. Mais seuls les touristes voyagent par le ciel. Alors, sans doute ceux-ci ignorent-ils totalement l'ampleur des destructions qu'ils survolent. Dans cette zone épicentrale, le séisme du 12 mai a été dévastateur. Insidieusement, rares sont les maisons intégralement détruites. La plupart ne sont qu'éventrées, fissurées, ébranlées. Mais elles sont toutes inhabitables. En comparaison des dégâts, les victimes auraient pu être bien plus nombreuses. Les secousses ont eu lieu en journée et tout le monde était à l'extérieur. Aussi, malgré les ruines, on entend déjà partout la vie qui a repris son cours. Autour des auberges détruites, on observe par exemple un maintien de l'activité touristique, parfois dans des conditions périlleuses, sinon dans des cabanes de fortune. Il faut bien que l'économie continue. Tous les sinistrés des séismes se sont relogés dans des abris plus ou moins sommaires, faits de bambou, de bâches de plastique ou de tôle métallique. Là où c'était possible, les plus aisés des villageois ont rebâti des cabanes en bois, beaucoup d'entre elles faisant office de lodge, de restaurant ou encore d'étable. Chacun est logé à la même enseigne.
Dans ces cabanes, toute forme d'isolation est inexistante et l'on cuisine au bois, sur un foyer sans cheminée. Quand on est touriste dans cette partie du Népal en novembre 2015, on vit exactement dans les mêmes conditions. On les partage totalement. On n'est plus à l'auberge, on est chez l'habitant, dans des abris qu'on appelle temporaires, mais qui ont tout l'air d'être construits pour durer. L'hospitalité est immense. On ne manque de rien. Lit, feu, repas, bassin pour la toilette. On vous dit même merci, encore et encore, simplement d'être là. Si les cabines qui font office de chambre nous séparent des familles pour la nuit, c'est au plus près d'elles qu'on partage les repas ou les temps de repos. Durant quelques heures, je tiens compagnie à Célé et à Andrea, deux trekkers hispanophones un peu arrivés là par hasard, avec des kilos de bonbons, de ballons et de livres à colorier. Dans ces villages de cabanes, ignorés de l'aide humanitaire et du gouvernement népalais, à voir comme les enfants s'y précipitent. Il semble bien que ça diversifie leur quotidien. Au 4e jour de marche, ce sont encore des ruines qui se présentent lors de chaque traversée de village. À part mes deux compères, je ne croiserai pas d'autres randonneurs sur cette portion de l'itinéraire. Je comprends dès lors à quel point notre présence dans cette région est précieuse et pourquoi les infrastructures, même sommairement, ont été reconstruites si vite. On ne me dit pas merci par hasard. Il faut à tout prix capter les rares touristes qui passent, et je suis l'un de ceux-là. Namaste. Dans les campagnes, entre les villages dépourvus d'auberges, nous recevons partout le même accueil, le même sourire. De tous côtés, à quelques encablures des chemins, on entend les paysans qui travaillent à la reconstruction. Ici, on débite des troncs en planche directement dans la forêt. Là, on extrait les pierres de construction à la masse dans une carrière improvisée. Manuelle, pré-industrielle et presque autosuffisante, cette société rurale possède par essence toutes les ressources nécessaires à se relever d'elle-même. Aussi, même sans avoir perçu 1 centime des milliards d'euros d'aide internationale promise après les séismes, les populations touchées semblent partout affronter avec force et honneur les conséquences de ceux-ci. Contrairement à ce qu'on pouvait lire dans la presse, 6 mois plus tard, le Népal n'est pas sous, mais au-dessus des ruines. La vie se poursuit, fatalement intemporelle. On continue de labourer la terre, lentement et sans pression, comme de tout temps sur la planète entière, jusqu'au milieu du XXe siècle.
L'électricité et les téléphones portables n'étant pas inexistants, l'absence de moteur et de machines n'empêche pas cet homme d'être connecté au monde et aux trekkers qu'il rencontre via son compte Facebook. Partout, les artisans sont à l'œuvre. Dans les hameaux, on prépare le bambou à tresser pour les abris des bêtes ou des hommes. Ailleurs, on taille des poutres à la main pour les nouveaux chantiers. On est fier de montrer son travail et d'exposer la méthode manuelle. Now this one finished. Make another. See, you check here. This and this different is not. This and this little different. This is hand planer and this door. La renaissance du Népal se dessine ici même, jour après jour, et sous mes yeux. À 3600 mètres d'altitude, le col de l'Amjoura marque la frontière avec le Solokhumbu. Le Solokhumbu, c'est le pays de l'Everest, la région des Sherpas par excellence. C'est aussi l'un des districts les plus aisés du Népal, à peine impacté sur son flanc ouest par les secousses. De l'autre côté du col, les constructions semblent intactes. Mais je sens mon cœur triste. Le ciel est lourd, je me presse de descendre. Dans la vallée, je retrouve l'embryon de la piste délaissée 5 jours auparavant et avec elle des bruits de moteur que j'avais commencé à oublier. En aval, c'est Saleri, la capitale administrative du district. Son aéroport et son accès direct à Katmandou. Vers le haut, c'est l'aéroport de Lukla, Namche Bazar, la capitale économique, et le parc national de Sagarmatha. Les sentiers deviennent brutalement très fréquentés. Désormais, c'est sur des escaliers qu'on marche, entre les caravanes de mules. Certaines fermes sont devenues des lodges et des étapes pour les caravaniers. Plus on avance, plus le trafic est dense. Je descends vers la vallée de la Doudkoshi, la rivière qui donne accès à l'Everest. À Taksindou, la Gompa m'offre l'occasion d'aller à la rencontre des petits moines. Dans les villages, il arrive en effet souvent que les familles les plus pauvres confient leurs enfants au monastère, aux côtés des orphelins. Les uns retourneront plus tard à la vie séculière, les autres resteront moines toute leur vie, gravissant un à un les échelons de la hiérarchie monastique. En attendant,
Pour ceux qui s'y trouvent, les ordres sont gages d'enseignement, d'éducation, de nourriture et de logement décent. En contrepartie, les petits moines assument solidairement les tâches collectives. Ils sont même mis à contribution sur le chantier de la piste. À partir de Nuntala, on croise les premiers groupes de touristes et des auberges au confort digne d'un hôtel. L'Everest est encore loin, mais s'impose déjà. Plus bas, tout au fond de la gorge, le pont de Jubing annonce l'ultime remontée à flanc de vallée. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude. Le camp de base est encore à 10 jours de marche, 4 km au-dessus de ma tête. Et à 4 jours, c'est Namche Bazaar. Si cette proximité du toit du monde génère un trafic permanent sur le sentier principal, les conditions de déplacement n'en demeurent pas moins difficiles. Hello. Namaste. Namaste. How are you? I'm fine, thank you. Malgré un sol glissant et caillouteux, les porteurs travaillent en sandales ou en chaussures de plage. Payés au poids, la plupart n'hésitent pas à charger jusqu'à 100 kg sur leur dos, quand bien même ils en souffrent. Celui-ci transporte une carcasse de viande uniquement destinée à l'alimentation des touristes. Cet autre, des vivres et des bibelots pour les boutiques de Lukla. How many kilo? 90 kg. 80? 90. 90? Okay. You're a strong man. L'habitat se densifie, l'économie se dynamise. On ressent de plus en plus nettement la proximité du tourisme de masse. Face aux trekkers occidentaux, le discours des enfants est parfaitement rodé. One balloon, one balloon, one balloon, one balloon. Sans doute le répète-t-il à chaque passage. One balloon, hello balloon, one balloon, un ballon, bonjour ballon. C'est mignon, mais un tel comportement pose forcément la question du bien fondé des distributions de bonbons ou de jouets aux enfants par les touristes. À quelques heures de Lukla, les porteurs d'agences annoncent un changement très prochain d'ambiance, celle de la montagne business.
Contrairement aux habitudes locales, et pour la première fois depuis Katmandou, on trouve ainsi de la viande au menu des lodges. Mais pour la dernière fois, je partage mon repas avec les porteurs, directement dans la cuisine. Les ruines et les cabanes de fortune semblent déjà si loin, mais l'hospitalité n'a pas changé depuis Jiri. Au-delà, en revanche, les standards changent radicalement. L'autoroute de l'Everest n'est plus qu'à une journée de marche. Depuis 1964, la liaison aérienne entre Katmandou et Lukla permet aux trekkers d'éviter la marche fastidieuse et éprouvante depuis Jiri. Aujourd'hui, 95% des prétendants au camp de base de l'Everest y ont recours. Si le vol ne dure pas plus de 40 minutes, il n'en est pas moins une expérience à part entière. L'appareil vole à vue, au plus près des reliefs. À l'intérieur de la cabine, l'ambiance est tendue. Fortement soumises aux aléas climatiques, les rotations entre Lukla et Katmandou démarrent tous les matins dès l'aube pour s'arrêter souvent en début d'après-midi. Chaque jour, durant ce créneau, le balai aérien est incessant. Perchée à 2800 mètres d'altitude, inclinée à 12%, la minuscule piste de Lukla ne mesure que 400 mètres et s'étale face à une montagne. Elle fait de cet aéroport l'un des plus dangereux du monde. Il est pourtant fréquenté quotidiennement par des dizaines d'aéronefs et de passagers. Moins de 48 heures auparavant, la plupart des trekkers débarquant des appareils étaient encore en Occident. Que l'on arrive de Jiri ou d'Europe, le contraste est le même, saisissant, déstabilisant. Les premiers instants dans Lukla sont une rupture violente avec les rythmes et les sons tant des villes de France que des villages traversés en aval. La foule, les boutiques, les hôtels, les bars, les cybercafés jouxtant des coutumes intemporelles donneraient presque le sentiment d'avoir franchi les portes d'un décor de cinéma. Mais à la sortie du village, le checkpoint de la police touristique ramène vite aux réalités du lieu. Que l'on y marche ou que l'on y grimpe, pour tous ceux qui vivent ici, l'Everest est d'abord un business. Touristiquement et économiquement, c'est ici que tout commence. De retour sur le sentier, il est évident que je suis désormais loin d'être seul.
Les caravanes de yak ou de tzo, les porteurs d'agences et les ravitailleurs se succèdent sans interruption. Les travailleurs locaux croisent ceux qui voyagent, indifférents. Les villages sont nombreux, cossus et colorés. Dans chacun d'eux, les monuments religieux ponctuent le décor. Chacun y va de son tour de moulin, l'ambiance en devient musicale. Plus on avance, plus les abords du sentier s'occidentalisent. La mélodie des moulins à prière fait place aux notes d'un reggae. Certains lodges rivalisent de luxe et de confort. Et partout, de nouvelles constructions sortent de terre au rythme des pics et des marteaux des tailleurs de pierre. Le Khumbu se développe. Tremblement de terre ou pas, c'est dans tous les villages qu'on construit de nouveaux hébergements. Mais derrière les façades luxueuses, on retrouve pourtant la même rusticité, le même dénuement et les mêmes scènes que celles qu'on a pu voir lors des premiers jours du trek. Et si l'on regarde bien les porteurs, on constate facilement que beaucoup, ici comme ailleurs, n'ont pas le choix de se surcharger pour gagner leur pitance. À partir de Phakding, le chemin alterne plusieurs fois entre les deux rives de la rivière, créant des bouchons réguliers à chaque traversée. Je circule sur l'unique voie d'accès au camp de base de l'Everest. Les passages sont incessants. Les bien nommés ponts népalais, jadis faits de bois et de lianes, ne rebutent pas les animaux de bas qui s'y engagent par dizaines. En Europe, on payerait pour ce genre d'attraction. Ici, les marcheurs n'ont tout simplement pas le choix d'emprunter ces passerelles. Chaque année, principalement en avril-mai et en octobre-novembre, ils sont plus de 30 000 à parcourir ce chemin. Dans leur sillage, ils drainent des milliers de porteurs ou de caravanes. Bagages, matériaux de construction, cloisons, mobilier, nourriture pour les hommes ou fourrage pour les bêtes, tout y passe. La fréquentation touristique génère une croissance constante, impactant tous les secteurs de l'économie locale, et l'activité de portage ne s'en porte que mieux. Comme dans les autres grands secteurs de trek, on vient de tout le Népal pour profiter de cette manne saisonnière. À Djorsalé, on entre dans le parc national de Sagarmatha, checkpost. À partir d'ici, la simple carte donnant accès au droit de randonnée au Népal ne suffit plus. Il faut un nouveau permis d'entrée, 30 €.
Peu après Jour Salé, les choses sérieuses commencent réellement. L'ambiance, bien que très alpine et bucolique, change progressivement du tout au tout. Les gorges sont étroites, les pentes de plus en plus raides. Avec une portée de 120 mètres, la passerelle de l'Arjadoban est la plus haute et la plus longue du Khumbu. Elle donne accès à Namche Bazar, le carrefour de toutes les aventures. Si cela ne ralentit ni les porteurs ni les flux de touristes, on approche des 3500 mètres et le gain d'altitude est brutal. Il faut faire attention. Pour la majorité des touristes partis de Lukla, c'est à partir d'ici que les premiers symptômes de l'altitude se font sentir. Au checkpost de Namche, un trekker averti en vaut deux, l'altitude peut tuer. Acclimatation obligatoire. Namche Bazar, c'est la capitale économique et commerciale des Sherpas. Le terme Sherpa désigne avant tout une des très nombreuses ethnies du Népal. Un nom qui signifie « peuple venu de l'Est », du Tibet tout proche exactement, il y a plus de 500 ans. Dotés d'aptitudes physiques exceptionnelles, parfaitement adaptés à la vie en haute altitude, c'est naturellement qu'ils furent choisis comme guides et porteurs par les premières expéditions. Pour autant, tous les Sherpas ne sont pas nécessairement porteurs, comme tous les porteurs du Népal ne sont pas nécessairement issus de l'ethnie Sherpa. Par ailleurs, ils sont d'excellents commerçants. Depuis plus de 50 ans, ils ont fait du toit du monde leur mère nourricière, leur business quotidien, leur gagne-pain. Namche Bazar est ainsi fille de l'Everest. On y trouve de tout. Des lodges en très grand nombre, des boutiques de fringues, des distributeurs automatiques de billets, des galeries d'art, des agences de voyage et même des pâtisseries occidentales. J'hallucine. Savourer un croissant au chocolat en même temps qu'un espresso au doux soleil du matin sur la terrasse de la Hermann Bakery est peut-être une hérésie, mais c'est un luxe de toute évidence. Le peuple Sherpa l'a bien compris. Ici, les prix s'enflamment. Les lodges sont devenus de véritables hôtels avec eau chaude courante et éclairage automatique. Pour les plus fortunés, il y a même les hélicotaxis. On pourrait croire que le business a pris le dessus sur la tradition. Mais il suffit de s'éloigner un peu du centre pour s'apercevoir qu'il n'en est rien. À la sortie de la ville, sur le chemin de Pangboche, la vieille gompa résonne des mélopées des moines et des clochettes des moulins à prière.
dans ce décor sans âge, je suis surpris d'entendre ces porteurs de pierres au téléphone portable. Comme si le maintien de techniques ancestrales imposées par le relief devait empêcher les technologies sans fil de parvenir jusqu'ici. Aussi pittoresque soit-elle, la Gompa de Namché n'est qu'un élément parmi d'autres sur le chapelet de monuments religieux qui s'égrènent de village en village à partir de Lukla. Fervents adeptes du chamanisme bon, un courant religieux dérivé du bouddhisme tibétain, les Sherpas ont érigé les témoignages de leur foi partout dans la montagne. Des canis, chevauchant les sentiers à l'approche des hameaux pour éloigner les mauvais esprits. Des chétias, des chortènes et des stupas pour protéger les lieux sur lesquels ils sont construits. Ou encore des mendanes, des murs composés d'empilements de manis, des pierres gravées de prières dont on fait le tour afin de réciter celles-ci. À proximité de chaque village d'importance, on trouve généralement un monastère, abritant des communautés de moines ou de nonnes. Mais d'autres, tels que celui-ci, ne sont plus utilisés que le temps des cérémonies. Et comme plus bas, on y retrouve les moines enfants. Namché, c'est l'inévitable carrefour. Tous ceux qui montent et tous ceux qui descendent y passent obligatoirement. Si le trafic rencontré plus bas tend à se disperser au départ de la ville, l'impression d'être sur une autoroute se confirme cependant. La trace est devenue une piste presque carrossable, entretenue, protégée, sécurisée. À la belle saison, par temps calme, marcher seul ici n'a plus rien d'une aventure. Il n'en est toutefois pas moins surprenant de voir que même les très jeunes enfants circulent non accompagnés. On dirait que ceux-ci rentrent de l'école. Insouciants, à 1h de la nuit et à 3500 mètres d'altitude, ils jouent avec ce que la nature leur offre, des pierres et des buissons.
À partir de Tengboche, le plus grand centre bouddhiste de la région, on pénètre de plein pied dans la vallée de Limjakola. Le sommet de la Mada Blanc domine le lieu de ses 6814 mètres. On avance, indubitablement. Malgré la fréquentation toujours aussi importante, l'environnement s'affirme progressivement plus austère. La montagne règne et prend toute la place. Au loin, à 3 jours de marche, les vertigineuses parois de l'Everest et du Lhotse semblent désormais toutes proches. En amont de Tengboche, à près de 4000 mètres d'altitude, la traversée des gorges de Limja s'apparente à un verrou, donnant accès au royaume de Sagarmatha. Pour les villageois, vivre toute l'année dans un tel environnement est une véritable gageure. Pas d'autre solution que de récupérer les feuilles mortes des rhododendrons pour la litière des bêtes. Et plus haut, dans les pâturages, ce sont les bousses de yak que l'on ramasse. Mises à sécher en galettes, elles serviront de combustible de base dans tous les foyers. Dans ces montagnes, même si l'on peut désormais capter Internet par satellite dans la plupart des villages, les conditions de vie n'en demeurent pas moins extrêmement précaires. Pourtant, malgré une baisse de près de 70% de la fréquentation touristique entraînée par les séismes, en novembre 2015 à Pangboche, je constate que l'on construit partout de nouvelles auberges. Faute de méthode antisismique, on conserve la technique traditionnelle, toujours vulnérable aux prochaines secousses, pourtant garantie par les spécialistes. Mais à n'en pas douter, c'est le présent qui compte. Pour l'heure donc, Pangboche se développe, en confiance, à l'image de tout le Haut-Khumbu. Au-delà, c'est l'univers des Karkas, la zone de pâturage d'altitude, réservée aux yaks durant l'été. Sur un sol désormais gelé en permanence, à part quelques genévriers et de l'herbe rase, il n'y a plus grand-chose qui pousse. Dans ces prairies desséchées, à proximité des antiques cabanes de bergers, de véritables villages d'auberges se sont développés. C'est le cas de Dingboche, à 4400 mètres d'altitude.
Ce soir-là, bien que bouddhistes, les enfants Sherpas font la tournée des lodges à l'occasion du 4e jour de la fête de Tihar, l'un des plus importants festivals religieux du Népal. Ils offrent une danse aux trekkers présents et collectent de l'argent en offrande à Lakshmi, la déesse hindoue de la richesse et de la prospérité. Comme la plupart des autres enfants croisés plus bas, ces petits Sherpas rayonnent d'insouciance et de paix. À les regarder, il me semble que l'avenir du Népal est serein. La haute vallée de l'Imjakola, c'est un détour inutile par rapport à l'itinéraire classique du camp de base de l'Everest. Les seules raisons d'y passer sont les ascensions de l'Highland Peak ou encore de la face sud du Lhotse, 8516 mètres, haute de plus de 3 km et toujours invaincue à ce jour. Une autre raison concerne les trekkers acharnés en quête d'altitude et de dénivelé, le passage du Kongmala. Avec ses 5535 mètres d'altitude, il s'obtient comme un challenge sur l'itinéraire dit de la haute route de l'Everest. À mes côtés, ceux qui l'empruntent poursuivront vers le camp de base, puis 2 autres cols d'altitude similaire. Le taux d'oxygène disponible dans l'atmosphère n'est plus que de 50%. L'environnement devient de la plus grande sauvagerie. C'est à nouveau la solitude qui domine. En aval du col, la présence de petits lacs ne change rien au caractère désertique de l'endroit. Mais au sommet, c'est la récompense. L'Himalaya, c'est à la perte de vue. Tout au fond, le Makalu, 8463 mètres. Puis le Lhotse, 8516 mètres. Le Nuptse, 7861 mètres. De l'autre côté, c'est le glacier du Khumbu, la dernière étape vers le camp de base. Puis les massifs du Shoyu, 8201 mètres, le Tibet et une infinité de montagnes.
Elle paraît d'un coup loin, l'autoroute de Namche Bazar. Les marcheurs du jour, tous sens confondus, n'ont pas été plus d'une dizaine. Et pour rejoindre l'itinéraire principal, en contrebas du col, il faut encore traverser le vaste fleuve de glace, parfois à la nuit tombante. L'occasion d'un moment de solitude avec mon compagnon du soir, d'un instant d'incertitude et d'un spectacle sans mots. Sous nos pieds, on sentirait presque bouger la glace. Nous sommes au bout du monde, la terre est à fleur de peau, mouvante, tremblante, imprévisible. Le camp de base de l'Everest n'est plus qu'à une journée de marche. Lobouché, 4930 mètres. Plus qu'ailleurs, on peut voir à quel point les infrastructures d'accueil et les services évoluent vite dans ce pays de l'Everest Business. Si les scènes sont les mêmes, le décor et le confort peuvent être radicalement différents d'un lodge à l'autre. Ici, l'accueil touristique se fait de manière industrielle. Les services sont très chers, mais permettent à quiconque de s'aventurer à ces altitudes sans équipement ou connaissances spécifiques. On se croirait dans les plus gros refuges du massif du Mont Blanc. Sur le sentier, on retrouve sans surprise le monde qu'on avait quitté à Dingboche. Le final est extrêmement minéral, austère, hostile. Ça bouchonne dans les passages difficiles. Les corps souffrent. Certains sont épuisés, tremblent et chancellent. La distance et l'altitude sont sans pitié pour les moins préparés. Pour beaucoup, il est grand temps de se reposer. C'est pourquoi on trouve Gorakchep. À près de 5200 mètres, c'est le dernier refuge. Au pire, c'est ici qu'on s'arrêtera, terrassé par le mal aigu des montagnes ou ses complications. À l'ouest, sous l'immense pointe du Pumori, c'est le Kalapatar, une colline débonnaire de 5650 mètres, offrant un belvédère exceptionnel sur l'Everest et sa cascade de glace. Un objectif aussi couru que le camp de base.
Droit devant, à 3 heures de Morène, c'est le bout du chemin. Un cul-de-sac. Rien qu'une immense étendue stérile de roches et de glace, et un point GPS qui justifie qu'on ait fait tout ce voyage. Juste un point sur une carte. Émergeant derrière son épaule ouest, le sommet de l'Everest apparaît enfin, le temps d'un unique et court instant. Nous n'en sommes qu'à 8 km à vol d'oiseau, mais 3500 mètres nous en séparent encore verticalement. L'endroit est crucial, idéal pour prendre la pause. Au détour d'un bloc, brusquement, on prend pied sur le glacier. Nous y sommes. L'environnement n'est définitivement plus fait pour les hommes. Le site du camp de base, c'est juste un désert. Il n'y a pas la moindre vie autour de nous. Tout est inerte. Et on ne voit rien du légendaire village de tentes qui a contribué à la réputation du lieu. Pourtant, en avril-mai, au plus fort de la saison des expéditions, ce sont près d'1 millier de personnes qui séjournent ici durant 2 mois. Une surpopulation qui rend le camp de base d'autant plus vulnérable aux soubresauts de la montagne. Ainsi, le 25 avril 2015, 18 personnes ont perdu la vie dans ces cailloux, sous une avalanche déclenchée par le premier séisme. Mais il n'y a qu'un Everest au monde. Les grimpeurs reviendront, et pour les Sherpas, les affaires reprendront. Pour les touristes, en revanche, il faut monter au sommet du Kalapatar pour pouvoir admirer pleinement le toit du monde. C'est de là que se gagne l'image d'Épinal du point culminant de la Terre, Sagarmatha, la montagne qui touche le ciel. Pour la plupart, le voyage s'arrête ici. En 4 jours, ils auront rejoint Lukla au pas de course, puis leur hôtel à Katmandou. Pour ceux qui restent, les mémoriaux dédiés aux morts sur l'Everest rappellent à quel point la vie est fragile dans ces contrées. Pour ma part, je monte encore afin de boucler la haute route. Et je sais déjà mon voyage accompli. Au Renjola, en regardant vers l'Everest pour la dernière fois, je comprends en effet que ni les sommets, ni les challenges, ni les splendeurs himalayennes ne comptent autant que la leçon de vie reçue sur les Tenzing Hillary Trek. Bien sûr, il y a la distance, l'effort et le dépassement de soi. Mais il y a aussi une forme de méditation induite par l'altitude et par la marche, une forme de recueillement et de communion avec la terre qui m'amène à penser que tout, ici, fonctionne en harmonie. Pour les bouddhistes, riche est celui qui se contente de ce qu'il a. Par toutes conditions, quelles que soient ses blessures, quels que soient les obstacles, quelles que soient les pentes et quelles que soient les charges, le peuple népalais semble faire face aux soubresauts des versants qui l'hébergent avec respect, humilité et fatalité. Source de son économie, la montagne n'en est pas moins instable, cruelle et imprévisible. C'est parce qu'elle est là que le Népal a tremblé, et c'est parce qu'elle est là qu'il tremblera encore. Le sol bouge, les saisons passent et la vie coule. Et sur son fil, le peuple népalais avance, fier et généreux, prêt à accueillir debout son avenir, quoi qu'en disent les chancelleries occidentales, les titres de presse et les tracés des sismographes.
Okay. Very good.